Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. L'armée reconquiert les localités et des localités après l'armée reconquiert des localités occupées plutôt par le M23. L'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir délogé les rebelles du M23 de 8 localités du territoire de Massissi dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué du porte-parole de l'armée congolaise, les FARDC ont lancé des offensives tôt le matin du 22 mai contre les positions du M23 RDF, qui sont, ça c'est l'armée rwandaise, et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités de Bouérou, de Biramoué, de Mema, de Kaniro, de Kavumu, de Kasake, de Kachovu et de Bitonga. Après la débandade des troupes de l'armée rwandaise, ils ont justement précisé cela parce que selon la conception des Congolais ou des forces armées congolaises, le M23 est finalement associé à l'armée rwandaise qui vient l'appuyer, et selon donc toujours cette conception, c'est le M23 et l'armée rwandaise qui occupaient certaines localités donc de l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires du Kivu et de l'Ituri par moment. Et pour ce cas, il s'agit de 8 localités qui ont été reconquises par les forces armées de la République démocratique du Congo, 8 localités dans la province du Massissi. Je commence par vous, Kwakuvi Abaili Abassa. Oui, localité, c'est beaucoup, c'est grand. Je pense que l'armée régulière avance bonnement sur le terrain, d'après le communiqué du colonel Ndjike Guillaume, qui avait annoncé vraiment cette prouesse de, comment on appelle, de l'armée, oui, de l'armée régulière congolaise sur le terrain. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager, parce que cette localité a connu vraiment de difficultés. Ça fait déjà plusieurs années que la population, comme on appelle congolaise, subit des affres de ces rebelles de M23 qui disent vouloir protéger la minorité Tutsi sur le terrain. Bon, nous voyons que finalement, cette protection ne se limite pas à la protection de la population muselée dont ils sont en train de parler, mais c'est rentré beaucoup plus dans le commerce de la richesse du sous-sol du Congo. Et se disent aussi une base de protection pour le Rwanda. Je ne sais pas dans quel objectif ils peuvent rester sur le territoire congolais pour protéger le Rwanda. Mais je pense que il est temps pour que cette guerre-là cesse sur le territoire, comme on appelle congolaise, et que le Rwanda et le Congo se donnent les mains pour essayer de freiner ce fléau. Ça a des conséquences majeures sur la population. Vous verrez que M23, quand ils sont en train de quitter ce territoire sur la pression de l'armée rwandaise, ils ont tué des populations, oui, des gens de l'armée congolaise, mais ils ont aussi tué des civils qui disent qu'ils sont en train de protéger. Au finish, ils sont en train de protéger qui? Le M23 a tué des civils en quittant, comme on appelle ces territoires. Ils ont fait des attaques, ils ont lancé des grenades sur des installations civiles. Cela veut dire qu'ils sont en train d'attaquer aux civils et non seulement les militaires congolaises. Donc je pense que cette situation a trop duré sur le terrain et ça a des conséquences vraiment majeures qu'il faut commencer par corriger dès maintenant en commençant par, comme on appelle, anéantir ce M23 sur le territoire congolais. Alors, Samson, les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent du terrain dans l'est du pays, surtout sur le territoire du Massissi, en reconquérant 8 localités selon cette information donnée par le porte-parole de l'armée congolaise. Oui, j'aimerais adresser mes félicitations à l'armée congolaise. C'est une victoire, c'est une très belle victoire, mais il faudrait dire que le front à ce niveau est assez mobile, c'est-à-dire que les territoires sont conquis aujourd'hui et reconquis demain. C'est un front très très dynamique et après avoir maintenant
conquis ces territoires, il faudrait que l'armée puisse les sécuriser et permettre aux populations civiles de revenir. Malheureusement, beaucoup de rapports internationaux ont souvent critiqué l'armée congolaise pour avoir exercé des représailles sur des populations civiles qu'ils estiment avoir collaboré avec le M23 une fois qu'ils prennent les localités. Je pense que cette fois-ci, l'armée congolaise ne fera plus la même erreur et pourra vraiment sécuriser la localité pour que les populations civiles y reviennent. Il faut aussi remarquer que ce regain de vigilance de l'armée intervient à quelques jours de la tentative de coup d'État avortée au niveau de Kinshasa. Est-ce un message envoyé à l'ennemi rwandais en guillemets que la RDC accuse d'être derrière cette tentative de coup d'État? Je pense bien que c'est le cas. Maintenant, il faudrait aussi qu'à un moment donné, l'armée congolaise, Kinshasa, a clairement dit qu'il ne comptait pas négocier avec les rebelles du M23. Pour eux, c'est des terroristes, ce ne sont pas des Congolais, et tout ce qu'ils doivent faire, c'est retourner directement et simplement au Rwanda. Donc il n'y a pas de négociation. Mais c'est une guerre qui ne pourrait prendre fin qu'avec une négociation aussi. Mais cette négociation doit intervenir dans des conditions assez spéciales, parce que le Rwanda, dans ce cas, joue un peu le rôle de parasite en parasitant les ressources financières de la RDC et aussi en alimentant une instabilité, soit disant qu'il serait en train de se protéger lui-même. Ces allégations ne sont pas totalement infondées, parce que la plupart des ex et génocidaires qui sont toujours en liberté se sont retrouvés en RDC après la fin de la guerre et attendent juste de leur propre mot la mort physique de Kagame pour pouvoir se reconstituer et remarcher sur Kigali. Donc il faudrait maintenant qu'une négociation franche soit faite entre les deux pays pour que la RDC puisse donner des garanties au Rwanda qui ne permettrait pas à ces groupes rebelles d'utiliser son territoire comme base arrière, mais aussi que le Rwanda comprenne que en pays africain, nous avons pendant longtemps critiqué l'impérialisme. Ce n'est pas en pays africain qu'on va commencer par se phagocyter au nom de ces quelques intérêts communautaires ou économiques. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Samson Maouloulou. Alors, Eric Johnson et les forces armées de la République démocratique du Congo reconquièrent certains territoires dans le Massissi. Il s'agit notamment de 8 localités selon le porte-parole de l'armée congolaise. Enfin, on pourra dire que l'armée congolaise est en train de faire des exploits. Et c'est tout notre souhait. Vous savez, comme on le dit toujours, la RDC est un pays vachement riche, mais qui est extrêmement pauvre, parce que les populations sont en insécurité totale, surtout quand on parle de l'Est de ce pays-là. Ce qui est arrivé, je pense que c'est un concours de circonstances. Vous vous rappelez que Étienne Tshisekedi a fait des sorties. Il est allé en Occident rencontrer des dirigeants occidentaux. Il a fait des réunions avec plusieurs de ses pairs de la sous-région. On parlait de Félix Tshisekedi ou Étienne? Félix, pardon. Ok, d'accord. Ah, donc c'est le père. Félix Tshisekedi. Et donc, je me dis que tout ça là a permis à l'homme d'expliquer clairement la situation que vit son pays, avec surtout ce qu'il a toujours dit et que les gens ne l'ont jamais cru par rapport au Rwanda, qui soutient toujours le mouvement du le M23. Et donc je crois que au-delà de ça, il y a eu également le 17 la tuerie de 2 commandants importants de ce mouvement-là du M23, qui étaient les commandants qui dirigeaient les opérations du M23 dans la région de Massissi. Et donc, vous savez que lorsqu'on arrive à décapiter un mouvement comme ça depuis la tête, je crois que tout s'écroule.
et je me dis que ça a permis quand même à l'armée de pouvoir attaquer le M23 dans les 8 localités dont l'armée congolaise parle. Il faut aussi dire que au même moment que ces combats-là se passaient, l'armée congolaise discutait avec les délégations de la SADC. Oui. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne pourrons plus attendre que les gens viennent nous aider pour reconquérir notre territoire, mais nous allons y aller avec nos moyens de bord. Parce que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ils sont en train de commettre un crime de guerre dans l'est de la RDC. Si on veut attendre encore les pourparlers, on veut attendre encore que la SADC vienne positionner comme ça a été fait, des zones tampons et tout ça, c'est une perte de temps. Il faut aller reconquérir le territoire, repousser l'ennemi. Et vous avez eu certainement l'incident qui s'est passé où le Rwanda accuse des forces armées congolaises d'avoir pénétré leur territoire, et ils ont eu à éliminer un membre des forces armées et 2 autres ont été capturés. Et l'armée congolaise a répliqué en disant que c'est pas mes gardes qui sont allés sur le territoire. Parce que vous êtes en train de combattre les gens sur leur territoire. Et là, ils ont essayé de vous repousser, ils vous ont pourchassé et ils sont rentrés sur votre territoire. C'est tout à fait clair. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée congolaise doit continuer par reconquérir tout le territoire congolais. Sinon, le Rwanda va continuer par piétiner ce pays-là et exploiter les ressources minières. En réalité, c'est de ça il s'agit. On ne fait pas la guerre contre la RDC parce qu'on veut chasser un pouvoir ou parce qu'il y a comment dire une persécution de concitoyens ou autres. Mais on fait la guerre contre la RDC parce qu'on veut piller le sous-sol congolais. Alors, pour éviter justement que le sous-sol congolais ne soit l'objet de la convoitise des autres pays, des mouvements rebelles, aussi, il faut quand même pouvoir implanter une représentation de l'État et une présentation de la force, des forces armées congolaises. Comment peut-on y arriver aujourd'hui quand on sait que les FARDC doivent être sur différents fronts au même moment? Comment peut-il pérenniser ou rendre profitable ces territoires reconquis pour qu'ils ne tombe pas quelques jours après aux mains des rebelles du M23? Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, tout dépendra de l'attitude de l'armée. Il faudrait que l'armée évite de commettre des exactions ou évite de commettre des représailles sur des gens qu'ils considèrent comme ayant collaboré avec le M23 auparavant. Les populations civiles sont souvent prises entre le marteau et l'enclume. Quand un groupe rebelle attaque une zone, vous avez le choix de collaborer ou de prendre la fuite. Tout le monde ne peut pas se permettre de prendre ses bagages et de partir. D'autres personnes ne peuvent que collaborer contre leur gré. Et quand l'armée vient souvent, ce n'est pas forcément en RDC, dans d'autres pays africains aussi on a vu la même chose. L'armée veut maintenant punir ceux qui, selon eux, ont permis aux terroristes de rester et de prospérer. Ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la meilleure approche. Maintenant, vous avez posé une question très intéressante. Ça touche à l'organisation même de l'État congolais. Vous savez, il y avait eu un très grand débat au lendemain des indépendances où beaucoup de personnes avaient proposé une forme d'existence fédérale de l'État congolais. Finalement, quand Mobutu a pris le pouvoir, Mobutu s'est dit il n'y a pas de fédération, c'est un État unitaire. Et après, cette question n'en a plus été sérieusement abordée. Mais le Nigeria, à côté, est un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un pays qui continue par avoir beaucoup de problèmes à l'interne, mais au moins la forme fédérale de l'État a résolu beaucoup de problèmes au Nigeria, avec que c'est un pays qui a un semblant de stabilité. Je pense qu'un pays si grand, environ 2 millions de kilomètres carrés, 2,3 millions de kilomètres carrés, aura toujours du mal
à contrôler tout ce territoire si il faut que toutes les décisions viennent de Kinshasa. C'est vrai, il y a des provinces et des gouverneurs, mais ça demeure quand même un État très fort, un État unitaire très fort. Et je pense qu'il faut qu'une réflexion soit menée pour que l'État aille vers plus de décentralisation, et peut-être pas, pourquoi pas vers une fédération, pour que ces régions soient mieux administrées et que les forces armées puissent mieux jouer leur rôle. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de séparation? Non, c'est pas une fédération. C'est pas une fédération. C'est un État. C'est pas une fédération. C'est pas une fédération. Est-ce qu'accorder un peu plus d'autonomie à ces provinces ne risque pas aussi de la pousser à vouloir s'autonomiser? Tout est dans l'est du pays qui est l'est du pays. Bon, en fait, les velléités sécessionnistes ne sont pas vraiment très fortes dans l'est du pays. C'est plutôt au sud, au niveau de la province du Katanga, que cette crainte-là est assez forte. Mais je pense que tout est dans la façon. Vous savez, les gens restent ensemble au moment où ils trouvent leur intérêt d'être ensemble. Les États-Unis, dans la Constitution américaine, c'est clairement dit que quand tu veux partir, les conditions de départ sont clairement établies. Mais depuis près de 200 ans, personne n'a voulu partir. C'est pour te dire que quand on se met ensemble et que la justice sociale est au rendez-vous, c'est tout le monde a intérêt à ce qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, ce qui se passe dans des pays comme le Nigeria, où le Biafra continue jusqu'aujourd'hui de réclamer son indépendance, où régulièrement il y a des centaines de morts dans des manifestations publiques, c'est parce que ces gens-là se sont délaissés au profit des populations d'autres endroits, alors que ce sont eux qui ont les richesses. Ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire. L'ancien président Bouhari a clairement dit devant un journaliste qu'il investit plus dans la région du Nord parce que c'est là-bas qu'on vote plus pour lui. Mais vous ne pouvez pas exploiter le pétrole au sud et aller construire des routes au nord alors que le sud n'a pas de route. Donc, quand on fait comme ça, c'est là où les gens veulent finalement partir. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.